Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, on repart sur une nouvelle session Recatra autour des amines et notamment donc, les cures répétées d'inotropes dans l'insuffisance cardiaque chronique. On a la chance d'avoir Pascal Lim qui va nous parler de cette thématique très particulière. Donc, merci Pascal d'avoir accepté notre invitation et puis je te laisse la main pour cette présentation. Merci Guillaume, merci à toute l'équipe de Recatra et merci à l'équipe de Toulouse, notamment Clément, pour cette invitation. Donc, je vais vous parler des cures répétées d'inotropes dans l'insuffisance cardiaque chronique. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans notre service de cardiologie et notamment aux soins intensifs de cardiologie. Donc, je vais essayer de vous faire un peu les données de la littérature à travers un cas illustré. Alors, le cas, c'est un cas que je reprends régulièrement, hein, mais c'est un cas d'une femme de 29 ans qui est arrivée en France depuis 2 mois euh, pour un tableau de bas débit cardiaque avec asthénie, vomissement. Elle a une CMD qui était connue dans son pays au Mali. Elle était traitée par digoxine, aldactone et lazilix, et puis elle était vraiment venue dans une optique de se faire soigner en France. Vous voyez qu'à l'admission, elle avait une tension relativement basse, avec une systolique à 100, une différentielle pincée, une diastolique à 70, une fréquence tachycarde à 120 par minute, elle a 3 de lactate, une créatinémie à 88 micromoles par litre, un BNP élevé, pas d'élévation de la troponine, une congestion hépatique et un ECG en rythme sinusal avec des QRS. Enfin, vous voyez sur la radio qu'il y a une cardiomégalie, il n'y a pas de surcharge pulmonaire, puisqu'on est plutôt sur un tableau de bas débit global et donc à prédominance plutôt droite, de congestion droite. Quand on regarde son échographie cardiaque, vous voyez qu'elle a un VG qui est dilaté avec un volume télédiastolique à 224 millilitres, une dysfonction VG sévère avec une fraction d'éjection à 11%. Vous avez un bas débit cardiaque puisque l'index cardiaque est à 1,6 litres minute par mètre carré. Et quand vous regardez sa fonction cardiaque droite, elle a une dysfonction BV avec un TAPS qui est très diminué à 10, pour une normale supérieure à 16. Alors je ne sais pas, bon, elle a une dilatation biatriale et elle a une veine cave qui est dilatée avec une HTAP à 45 mm de mercure qui témoigne d'une augmentation des pressions droite et gauche. Alors, quelle stratégie vous proposez? Est-ce que vous mettez du Lasix, enfin du furosémide en IVSE et en bolus, un remplissage physiologique par du sérum physiologique, une vasodilatation, de la dobutamine ou du lévosimendan? Est-ce que vous avez le droit de répondre, je pense, de façon textuelle ou à l'oral, hein? Qu'est-ce que vous feriez chez cette patiente-là en pratique dans vos unités? Les gens peuvent effectivement répondre, hein. Donc je vois qu'il y en a quelques personnes connectées, Oui, donc n'hésitez pas. n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de jugement, hein, donc, alors, merci Michel. B. Il y en a qui mettent de la dobu. Pas 32 minutes et puis On peut revoir la slide précédente, Pascal? ah, et alors, Michel, oui, c'est ça, ça m'étonnait Michel, mais c'était quoi la slide précédente? Voilà. C'était celle-là? Bon, je pense qu'il y a pas, je n'ai pas beaucoup de participation, mais on va continuer. Je pense Donc qu'on en peut fait, commencer déjà par du furosémide aussi. oui, le principe du traitement de l'insuffisance cardiaque, hein, vous savez, ça repose vraiment sur l'équation de Fick, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser les apports et les besoins. Et donc, globalement, les besoins, enfin les dépenses d'oxygène sont liées à l'augmentation de la post-charge et à l'augmentation de la précharge, bien sûr à la tachycardie, si jamais il y a de la fièvre, et dans une insuffisance cardiaque pure, c'est vraiment augmentation de post-charge ou de précharge. Et donc l'objectif est d'optimiser cette précharge
on essaie d'avoir une PAM à 65-70 mm de mercure et d'avoir une précharge aux alentours de 10 mm de mercure. Et il y a une étude randomisée qui a validé justement cette optimisation de la précharge aux alentours de 65 mm de mercure. En ce qui concerne les apports, ça va être sur l'optimisation du débit cardiaque et de l'hémoglobine. L'objectif, c'est d'avoir une adéquation entre ces apports et ces besoins, et c'est défini par une SVO2 supérieure aux alentours de 60%. Si on veut diminuer la précharge, on fait souvent appel aux diurétiques, et il y a un débat de savoir est-ce qu'il faut y aller doucement ou il faut y aller progressivement. Pour ceux qui veulent aller doucement, l'argument c'est que le fait que la fonction cardiaque est précharge dépendant par la loi de Starling, on peut, si on décroît trop rapidement la précharge, entraîner un désamorçage de la pompe. Il y a une autre école qui va à l'encontre de ça, c'est de se dire que voilà, lorsque vous avez une surcharge en volume, vous entraînez une interdépendance VDVG, et cette interdépendance VDVG va entraîner une compression du cœur gauche, empêcher un remplissage optimal, entraîner une HTAP, des fuites fonctionnelles, qui va entraîner un cercle vicieux. Et en fait, je pense, globalement, les deux arguments se valent, ça dépend sur quel type de cardiopathie on a. Si on a une cardiopathie avec une fraction d'éjection conservée, des petits volumes comme les amyloses cardiaques, on a très peu de marge de précharge, et donc il faut diurétiquer, mais de façon progressive et contrôlée, parce que sinon c'est vrai qu'on peut rapidement mettre le patient en hypovolémie. Sur les CMD avec des VG dilatés et des VD dilatés, notamment lorsqu'il y a des unités sévères ou une dysfonction VD avec une veine cave dilatée, on a une marge thérapeutique relativement importante concernant le traitement des diurétiques, et donc on peut y aller avec des doses importantes. Il y a deux études randomisées qui ont été faites pour essayer de rechercher un peu les doses de diurétiques. La plus connue, c'est l'étude DOSE, où on compare des doses IV habituelles de furosémide qui étaient en moyenne dans cette population de 220 mg de l'azélique IV versus une dose de 2,5 fois plus importante. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité et de réhospitalisation entre la faible dose et la forte dose de diurétique, même si la forte dose, on a l'impression que c'est un peu mieux. En tout cas, dans cette étude-là, ce qui paraissait, c'est que les fortes doses de diurétique faisaient baisser plus rapidement le poids et le taux de BNP au prix d'une insuffisance rénale, bien sûr, plus importante, mais c'est l'effet de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Il y a l'étude pour le CARES-HF qui a été faite pour comparer une stratégie progressive, une stratégie d'escalade des doses de diurétique versus l'hémofiltration. Cette étude est négative pour l'hémofiltration, mais elle est intéressante parce qu'elle montre qu'une utilisation titrée des diurétiques permet de faire perdre en moyenne une dizaine de kilos et aussi efficace voire même plus efficacement délétère que l'hémofiltration. Et donc, on part sur des doses qui sont adaptées aux doses ambulatoires. Et puis, selon la diurèse, on va pouvoir plus ou moins escalader vers des doses plus importantes avec l'ajout de thiazidique, et lorsqu'il n'y a pas de réponse optimale ou lorsque la pression artérielle est basse ou la fraction d'éjection est basse, on peut rajouter d'emblée des petites doses d'amine pour pouvoir relancer la diurèse. C'est un protocole qui est relativement intéressant, qui est très utilisé par certaines équipes, notamment l'équipe de Lyon, qui a publié une vulgarisation de l'étude dans Cordiam. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est vrai que ça nécessite un peu plus de le protocoliser dans le service. En tout cas, ce qui est important et ce qui est pronostic chez l'insuffisance cardiaque, chez les patients insuffisants cardiaques, c'est vraiment l'effet des diurétiques sur la diurèse. Il faut essayer d'obtenir une diurèse, comme on a vu dans l'étude CARES-HF,
supérieur à 4 litres de diurèse. Et si on est inférieur à 4 litres de diurèse, vous voyez que notamment si on est inférieur à 2 litres, le pronostic est assez délétère. Et il y a surtout une urgence probablement à mettre des diurétiques parce que dans cette étude-là, plus on tarde à mettre des diurétiques et plus le pronostic est moins bon parce que si on met les diurétiques très précocement dans les 30 premières minutes, et ben on a l'impression que le pronostic est meilleur que lorsqu'on le met de façon retardée. Alors, cette patiente a été mise sous 1 gramme de Lasix, c'est notre protocole, nous, sur les CMD. Comme ça, on ne court pas après les doses et après, on fait plutôt comme dans SHF, mais on décroît dès qu'on atteint 5 litres. Sa diurèse est malheureusement de 1600 cc sur les 24 premières heures. Bien sûr, on n'attend jamais les premières 24 heures. On regarde les 2 premières heures. Sa tension artérielle reste identique, sa fréquence reste tachycarde, les lactates sont toujours à 3. Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous mettez de la dobutamine, de l'Azilix plus de la dobu, vous mettez du lévocimendant plus du Lasix. Alors, quel est votre point de vue? Je vois que, est-ce qu'il y a eu une réponse? Alors, j'ai une réponse pour furosémide plus dobutamine, qui est tout à fait correcte dans les pratiques, je pense. Je crois que c'est assez consensuel, oui. C'est assez consensuel. C'est les Thomas. recommandations de 2016. Il n'y a pas de statut défini pour ce qui est des amines à utiliser. Il y a surtout ne pas utiliser les amines lorsque les patients ne sont pas en bas débit ou ils ne sont pas hypotendus. Ceux qui sont sous bêta-bloquants, il y a une préférence à mettre plutôt du lévocimendant ou des inhibiteurs des phosphodiesterase parce qu'on ne passe pas par les récepteurs bêta. Sinon, on peut utiliser la dobu lorsqu'ils sont en bas débit. Voilà, donc dobu ou lévocimendant, mais je pense que la dobu, c'est le plus simple puisque la dobu, c'est une catécholamine qui n'est pas chère déjà, qui est d'action rapide, donc c'est l'effet en quelques minutes et l'arrêt, la demi-vie est relativement courte pour qu'on arrête et pour qu'on pas, si jamais il y a des effets secondaires, pour qu'on n'ait plus les effets. Donc c'est un bêta-2 mimétique qui va entraîner une augmentation du calcium intracellulaire. Ça, c'est par contre le côté délétère et ce calcium intracellulaire qui va être augmenté va augmenter les liaisons d'actine et de myosine et augmenter la contractilité cellulaire. La contrepartie, c'est que l'augmentation du calcium intracellulaire augmente le travail cardiaque, augmente le risque de mort cellulaire, d'apoptose et à long terme a un certain effet délétère. Les effets hémodynamiques de la dobutamine ont été étudiés, vous voyez, dans les années 77 avec une petite cohorte de 25 patients. Cette étude montrait qu'il y avait une augmentation de la fraction d'éjection qui double de 25 à 40, quasiment 40%, une augmentation d'un tiers du débit cardiaque et une diminution des pressions pulmonaires avec une augmentation de la diurèse. Et depuis, on l'utilise, mais on sait à partir du registre ADR que si on utilise la dobutamine chez des patients qui sont normotendus, on augmente la mortalité par rapport aux vasodilatateurs. Donc, ça doit être, c'est vraiment les recommandations. Les recommandations sont assez claires. Si les patients ne sont pas hypoperfusés ou hypotendus, il ne faut pas utiliser la dobutamine en première intention, car ça augmente la mortalité chez les patients qui sont normotendus et pas en bas débit. Le lévocimendant agit différemment, ça ne passe pas par les récepteurs bêta-1, mais ça passe par l'augmentation du pool, l'augmentation de la sensibilité du calcium avec l'actine et la myosine, donc ça utilise le pool classique existant. L'avantage du lévocimendant, c'est qu'il y a, en plus de cet effet inotrope positif, qui n'augmente pas la consommation d'oxygène, puisque ça n'augmente pas le calcium, ça n'augmente pas la concentration de calcium intracellulaire, c'est qu'il y a un effet vasodilatateur qui permet de diminuer le travail cardiaque en plus. Et en fait, les doses qu'on utilise, c'est à peu près 0,1 ou 0,2 gamma.
Et c'est 0,2, 0,1 gamma, enfin en tout cas la dose de 0,2 gamma est à peu près équivalent à 6 gamma d'obutamine en termes de réserve inotrope. Par contre, en vasodilatation, c'est beaucoup plus vasodilatateur que 6 gamma d'obutamine. Et ça entraîne une chute de tension artérielle, notamment si on utilise des bolus, et une chute de la pression pulmonaire. L'avantage essentiel du lévosimendan par rapport à la dobutamine, c'est sa demi-vie. En fait, la lévosimendan est clivé et sa partie clivée a une demi-vie qui est active, à une demi-vie qui est de à peu près de quelques jours, ce qui lui permet d'être actif sur à peu près 2 semaines en termes d'effet inotrope et de quelques jours pour l'effet vasodilatateur. En termes d'études de méta-analyse sur le côté délétère de l'utilisation de lévosimendan, ça semble être moins délétère que la dobutamine sur la mortalité lorsqu'on utilise le lévosimendan chez les patients qui ont une pression artérielle conservée ou l'absence de bas débit cardiaque. Mais chez les patients qui sont en choc cardiogénique, vous connaissez cette étude qui compare la dobutamine au lévosimendan dans les patients en bas débit, comme la patiente que je vous ai montré. Il n'y a pas de différence. Vous voyez que les courbes se superposent en termes de mortalité et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Il y a peut-être une décroissance plus rapide du taux de BNP. Donc, il n'y a pas de raison d'utiliser le lévosimendan en première attention chez les patients qui sont hospitalisés pour un choc cardiogénique ou un bas débit cardiaque. La dobutamine est beaucoup plus maniable. Et donc, c'est pour ça que nous, on utilise, comme vous le suggérez, la dobutamine avec le Lasix. Donc, on utilise la dobutamine chez cette patiente, 5 gamma minute par voie centrale. La diurèse est de 10 litres au bout de 5 litres par jour. Les lactates se normalisent. Elle a 2 litres de débit cardiaque. L'hémodynamique est stable. Elle a 110 de fréquence. La PVC est 17 mm de mercure. On a commencé à introduire les IEC. La SVO2 est à 54%. Quelle stratégie thérapeutique vous proposez? Est-ce que vous sevrez progressivement la dobutamine? Est-ce que vous arrêtez les diurétiques avec un relais Péros? Vous poursuivez les diurétiques IV? Est-ce que vous introduisez le lévosimendan? On a envie de continuer les diurétiques IV au vu de la PVC. Ça, c'est la première chose. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, effectivement, on peut discuter. Donc, Clément propose l'introduction du lévosimendan. Et l'alternative serait le sevrage progressif de la dobutamine avec introduit lévosimendan si le sevrage est difficile ou s'accompagne d'une cassure de la diurèse. Bon, ça dépend un petit peu des équipes. Oui, tout à fait. Oui, ça dépend beaucoup des équipes. Alors, nous, on avait fait à l'époque un sevrage de la dobutamine progressive. On a bien sûr gardé les diurétiques, mais là, vous voyez que l'évolution est plutôt défavorable. Elle a réaugmenté ses lactates, elle a cassé sa SVO2 à 34%. On la remet, pendant la garde, elle est remise sous 10 gamma de dobutamine, ce qui est un peu probablement excessif, parce que 5 et 10 ne changent probablement pas grand-chose. Enfin, c'est plutôt délétère, 10, puisque ça la rend un peu plus tachygarde à 130 par minute, une fréquence cardiaque à 110, 80, donc elle a augmenté beaucoup sa précharge. Sa précharge n'a pas changé, la SVO2 a augmenté à 47%, les lactates se sont normalisés. Et compte tenu de son statut social et notamment le fait qu'elle n'a pas de résidence et qu'elle venait d'arriver en France, elle n'avait pas d'AME, elle est récusée de greffe et d'assistance. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, je pense que tout le monde va rajouter du lévosimendan. Et donc, je pense qu'il y a une chose qui est importante que nous, on utilise et que je pense que l'équipe de Toulouse, vous utilisez aussi, c'est vraiment cette SVE2. Lorsqu'on a une SVE2 inadéquate sous dobutamine, en fin de dobutamine entre 49, enfin inférieure à 60%, il faut se poser la question comment on peut améliorer ça. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est encore congestive? Est-ce que la post-charge est très importante? Est-ce qu'elle est encore anémiée? Pour pouvoir rendre adéquate la balance entre les apports et les besoins. Et lorsqu'on sèvre, on essaie de sevrer les patients lorsqu'ils
lorsqu'ils ont une SVO2 inférieure à 60%, vous voyez que le taux d'événement, c'est-à-dire décès ou nécessité d'envoyer le patient en greffe ou en transplantation, il est de 80%. Donc, si les patients n'ont pas d'alternative thérapeutique, on va droit au casse-pipe lorsque la SVO2 est à 60%. Et ça, c'est vrai que nous, en pratique clinique, c'est ce qu'on observe, c'est qu'on sevrer des patients qui ont moins de 60% de SVO2, ce n'est pas une bonne solution. Alors, il y a l'équipe grecque de Nanas qui avait proposé justement d'utiliser, de combiner l'effet synergique du lévosimondan avec de la dobutamine. Et ce qui montre, c'est que, en fait, en utilisant les deux réserves inotropes, c'est-à-dire l'augmentation du pool calcique par la dobutamine et l'augmentation de la sensibilité du calcium avec les lévocimandans, et vous voyez qu'on augmente, on double le débit cardiaque, on diminue la précharge du VD et ainsi que la précharge du VD en diminuant la pression dans l'oreillette droite et la PCAP. Voilà. Et donc, nous, on a mené une petite étude qui est une étude rétrospective qui a été publiée, je pense, surtout grâce à Clément, à sa persévérance, où on a comparé des patients qui avaient de la dobutamine seule, dont on a continué, qui n'avaient pas une SVO2 adéquate et qu'on a continué à augmenter les doses de dobutamine versus des patients qui, avec 10 gamma de dobutamine, qu'on avait sevré de dobutamine, versus des patients qui, lorsqu'ils avaient une SVO2 basse, on a rajouté du lévosimondan à 0,2 gamma sans bolus. Ce qu'on voit, c'est que vous voyez qu'il y a une vraie, ceux qui sont dans le bras de dobutamine seul, on a seulement 44% des patients qui ont une réponse adéquate, enfin une SVO2 supérieure à 60% après décongestion sous dobutamine. Et lorsqu'on rajoute du lévosimondan, on a une augmentation quasiment dans 100% des cas des patients dobutamine plus lévosimondan avec supérieur à 60%. On peut parfois faire une double cure chez les patients qui n'augmentent pas suffisamment. Donc, on fait une cure, puis après une seconde cure derrière, mais souvent avec des doses de 0,1 gamma sur 48 heures pour pas qu'ils chutent leur tension parce qu'ils sont souvent déjà hypotendus de base. Les résultats, c'est en fait, il y a une différence de survie sans récidive d'insuffisance cardiaque et de transplantation dans le groupe qui a de la dobutamine plus du lévosimondan. Par contre, il n'y a pas de différence sur la mortalité. Vous voyez que le petit p est à 0,06. Par contre, lorsque on regarde par rapport à la SVO2 qu'on obtient, plus de 60% ou moins de 60%, et il y a une vraie différence sur la mortalité. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on a fait chez elle. On a fait une cure de lévosimondan. C'est ce qu'on fait maintenant en pratique. À 48 heures, elle a une SVO2 à 75%. Vous voyez qu'elle a bien chuté sa PVC. Elle avait chuté sa tension aussi. Et elle a, après le sevrage, on perd souvent 5 à 10 points de dobutamine. Elle est restée à 64% de SVO2. Elle est transférée en réadaptation. Voilà. Est-ce que vous proposez des cures répétées de dobutamine ou de lévosimondan? J'étais un peu long pour arriver à ça, mais je trouvais que c'était important. Alors Thomas proposait des cures répétées de lévosimondan. Je pense qu'il faut qu'on voit la littérature. Alors, pour ce qui concerne de la dobutamine ou la milrinone, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une étude qui a été faite en 2009 sur des patients qui étaient en bas débit persistant après un choc cardiogénique où on a proposé un traitement ambulatoire de dobutamine et de milrinone. Et vous voyez qu'en termes de pronostic, les deux sont comparables avec une mortalité à 6 mois d'environ 60%. Donc, c'est probablement un traitement palliatif qui ne donne pas, en tout cas, en termes de survie, n'est pas très, très bon. En ce qui concerne le traitement par cure répétée de lévosimondan, on a une première analyse en 2017 par Gerald Pauls qui montre que peut-être il y aurait une réduction en termes d'hospitalisation et de mortalité chez les patients qui ont des cures répétées de lévosimondan. Vous voyez à peu près 300 patients, 200 traités par lévosimondan,
160 traités par placebo et une réduction d'environ de 50% de la mortalité et de l'insuffisance cardiaque. Après, il y a eu 3 études randomisées qui ont été réalisées, dont l'EICA, les résultats on a eu l'année dernière. L'Evoreps, 120 patients, des patients qui sont en classe 3 et 4, la classification NYHA, avec une fraction d'éjection à 35%. L'Evoreps, c'était 0,2 gamma pendant 6 heures, toutes les 2 semaines, pendant 2 mois, et un suivi de 6 mois. Et donc, le résultat de l'Evoreps, c'est plutôt négatif, avec un petit P à 0,07 concernant la survie sans hospitalisation et sans décès. À 6 mois, vous voyez qu'il y a une différence. Il y a 80% de patients sans éloignement dans le lévosimendan et à peu près 60% dans le placebo. L'étude est probablement sous un manque de puissance, puisqu'on avait 63 patients dans le groupe lévo et 57 dans le groupe placebo. La deuxième étude, c'est Lionheart, c'est fraction d'éjection de moins de 35%. Pareil, les patients en classe 3 et 4 de la classification NYHA. C'est 0,2 gamma sans bolus sur 6 heures, toutes les 2 semaines, pendant 3 semaines. Et l'endpoint primaire, c'est la diminution du taux de BNP. Cette étude est positive, il y a une réduction du taux de BNP plus importante dans le groupe cure répétée de lévosimendan versus le groupe placebo. Et on a une différence de survie qui est significative. Vous voyez qu'on a à peu près à 150 jours, donc à 5 mois, 80% de survie dans le groupe lévosimendan versus 40% de survie dans le groupe placebo. Mais vous voyez que c'est des petits effectifs, 15 patients dans le groupe placebo et 41% dans le groupe lévosimendan. La dernière étude, c'est l'étude LEICA, une étude randomisée, cette fois-ci des petites doses de lévosimendan, 0,1 gamma, demi-dose, mais sur 24 heures tous les mois pendant 1 an. Le critère primaire, c'est des compensations cardiaques dans l'année. Le critère primaire est négatif, avec 70 patients dans le groupe lévo et 27 patients dans le groupe placebo. Vous voyez qu'on a un bénéfice dans les premiers et 3 mois, mais après les courbes se rejoignent. Donc, on n'a pas de différence significative, même s'il y a une tendance, 32% seulement d'événements dans le groupe lévosimendan et 44% dans le groupe placebo. En revanche, en ce qui concerne la mortalité à 1 an, eh bien, il y a une différence significative. On a une mortalité qui est moindre dans le groupe lévosimendan, qui est 10% versus à peu près 23% dans le groupe placebo. Mais toujours est-il que l'étude reste négative probablement sous 10 années avec des critères qui auraient dû être des critères combinés. Nous, on utilise les cures de lévosimendan notamment dans les insuffisances tricuspides sévères qui n'ont pas d'alternative thérapeutique, ni de chirurgie, ni de clip. On a fait des cures chez 33 patients. Ils ont en moyenne 3 cures toutes les 2 semaines à 0,2 gamma sans bolus. Ça fait à peu près sur 1 mois, 2 semaines, 4 semaines, oui, 1 mois et demi. Il y a une réduction significative du BNP. Les patients qui étaient en stade 3 et 4 à 100% il y en a plus de 33% au bout de la première cure. Il y a un remodelage du VD. Vous voyez qu'on a une diminution, c'est pas montré, mais une diminution de la taille du VD et de la taille de l'oreillette droite, avec une diminution de la sévérité des fuites, qu'on voit très bien ici. Une diminution de la coaptation, du gap de coaptation, ce qui a permis de clipper 6 patients, d'envoyer 2 patients en remplacement valvulaire tricuspide, et 7 patients n'ont plus de fuite, donc c'est-à-dire que 47% ont eu une modification thérapeutique. Néanmoins, ce n'est pas une étude randomisée, et vous voyez que vous avez à peu près 36% de mortalité quand même à 1 an. Donc ça ne résout pas le problème, et ça permet d'aider certains patients sans alternatives thérapeutiques. Voilà. Alors, on peut se poser la question de combiner de façon chronique la dobutamine et le lévosimendan.
Ça a été étudié par Bonios sur une publication de 2010. Ça semble pas être une bonne idée. Vous voyez que lévosimondan plus dobutamine ou dobutamine seul entraîne une surmortalité par rapport à du lévosimondan seul en cure répétée sur 6 heures. Voilà. Donc cette patiente, vous voyez, elle a eu deux cures répétées. Elle a été stabilisée, ce qui lui permet de titrer son traitement avec des bêta-bloquants et des IEC puis de l'Entresto. Elle a actuellement, là c'était en intermédiaire en 2018, elle a une fraction d'éjection à 33%. Elle a récupéré sa fonction VD. Actuellement, elle a 55% de fraction d'éjection et elle va très bien. Donc c'est voilà, d'ailleurs ça c'est 2000. Vous voyez que les fibres fonctionnelles sont totalement régressées et elle est asymptomatique. Donc globalement, en conclusion, je pense que on a assez de données dans la littérature pour proposer des cures répétées de lévosimondan chez les patients insuffisants cardiaques, en tout cas pour améliorer les symptômes et probablement la mortalité. Maintenir une stabilité afin de titrer les traitements, voilà, et établir un pont thérapeutique, notamment pour la transplantation, l'assistance ou une intervention structurelle. Je pense que l'avantage vraiment par rapport aux autres amines, c'est vrai qu'il n'y a pas de, les données, les méta-analyses, mais je pense qu'il faut les prendre avec précaution parce que c'est pas, les études sont un peu hétérogènes. C'est qu'il n'y a pas de surmortalité par rapport aux autres amines et surtout c'est qu'on a vraiment cet avantage d'avoir 2 semaines qui permet de titrer les traitements et d'avoir une fenêtre de stabilité qui peut être répétée pour faire un pont à une alternative thérapeutique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, finalement, je vois qu'il y a une question. Finalement, contrairement aux autres amines étudiées, pas de surmortalité avec le lévo, tendance à moins de résultats. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, des études non significatives avec des faibles puissances. Oui, je pense que c'est ce qu'on voit bien. En fait, ils ont beaucoup de mal à inclure dans ces études. Mais c'est vrai que nous, pour les patients qu'on fait, notamment avec Thibaut-Damis ou LGN12, pour l'amylose et pour les patients en attente de transplantation, c'est relativement efficace pour maintenir une certaine stabilité. Il y a moins d'échappements thérapeutiques qu'avec la dobutamine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clément, une autre question. La cure de lévo Alors, pour faciliter l'introduction des autres traitements, les bêta-bloquants et quand? et alors, ce qu'on fait en général, c'est que après un choc cardiogénique, on ne met pas, nous personnellement, de bêta-bloquants parce que certains centres le font avant au moins 2 semaines. Et ça, c'est pour se plier un peu aux études randomisées qui ont introduit les bêta-bloquants. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'attendre d'abord de titrer les autres traitements, l'Entresto, l'anti-aldostérone, quitte à refaire des cures répétées. Une fois qu'on a titré, qu'on est stable et qu'on a 2 semaines de stabilité sans lévosimondan, on commence à réintroduire le lévosimondan. On fait rarement des bêta-bloquants en même temps le lévosimondan. Parce que globalement, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on n'est pas sûr qu'on soit stable à 100%. Voilà, mais ça, c'est notre point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait d'études randomisées dessus. Et je ne sais pas quelle est votre expérience, Clément et Guillaume, chez vous. Hein. Vous avez une. Donc, Clément, Oui, du coup, vous tu dites à débutes distance. En plutôt fait, on à débute. distance. L'évosiment, c'est vraiment pour stabiliser, pour avoir cette stabilité que je pense que qui est importante pour pouvoir mettre les IEC, pour pouvoir pour mettre les anti-aldostérone et pour vraiment avoir ces 2 semaines de stabilité. Et après, on va mettre des petites doses de bêta-bloquants, vraiment à dose à 25. Et après, c'est vrai que si jamais il décompense, on aura toujours le lévo derrière. Mais voilà, donc nous, on le débute vraiment. Si on n'a pas besoin de refaire une cure de lévosimondan à 2 semaines parce que le patient est stable, il a une atrémie normale, qu'il n'a pas trop décompensé,
Et là, on va on va titrer le patient en bêta-bloquant. Sinon, pas, si on fait des cures répétées, on ne met jamais des bêta-bloquants. Et comment vous jugez l'échec du lévosimodan? Ce serait un patient qui revient très précocement dans un état de choc cardiogénique avancé. Et, et Alors, comment l'anticiper? bah, Comment essayer de... alors, en fait, c'est assez relatif. Nous, on les voit sur des patients dont on est. Là, on a une patiente, par exemple, qui a 44 ans, qui était témoin de Jéhovah, qui était nutrie. On lui a fait une cure il y a 2 semaines. Donc, elle a été. On a pu la sevrer d'amine, sa SVE2 s'est normalisé à 60%. Après, on l'a sevré, on était à 55% de SVE2, on lui a fait 2 cures. Ces patients qui sont relativement. Donc, elle est restée encore en hospitalisation. Et à 2 semaines pile, elle se remet en bas débit, hyponatrémie, lactate à 7. C'est moi. Thierry, je peux te rappeler? Non, 2 minutes à tout à l'heure. Elle se remet en 2 débits, donc on a remis du lévo, enfin on a remis de la vitamine, ce qui a permis de relancer sa diurèse, normale éclairée, ses lactates. Voilà. Après, elle n'est pas transportable, elle n'est pas assistable, elle est complètement détruite de nutrie, elle ne veut pas de vitamine, enfin elle ne veut pas de transfusion alors qu'elle a des grammes d'hémoglobine. Ça affecte un peu son transport. Donc, on a décidé de ne pas refaire de cure et de s'arrêter là. Mais globalement, on le voit parce qu'ils arrivent en boomerang beaucoup plus tôt. Et notamment les tricuspides, ça se voit beaucoup parce qu'une fois qu'on a fait la première cure, ils affinent vraiment leur veine cave, ils sont beaucoup mieux. Et puis, ils décrivent très bien qu'ils sont vraiment pas très très bien les derniers jours avant qu'on les reconvoque. Alors, il y a quelques questions encore. Existe-t-il des cardiopathies qui ont une meilleure réponse à la cure de lévosimodan? Par exemple, les cardiopathies ischémiques versus dilatées, Alors, ou tu as parlé des cardiopathies amyloïdes tout à l'heure. je pense que la question est tout à fait juste. Les cardiopathies qui répondent bien au lévosimodan, c'est malheureusement ceux qui ont la plus grande réserve contractile, quoi. Et donc, c'est les cardiopathies dilatées. Euh, c'est vrai que c'est sûr qu'une cardiopathie ischémique avec de la nécrose étendue, on a du mal à avoir une réserve contractile derrière. Les dysfonctions VD répondent très bien au lévosimodan. Les IT, c'est vrai que c'est assez. Ils répondent vraiment très bien. C'est un marqueur unité sévère pour les décongestionner ou les IM fonctionnels. Ça permet vraiment d'avoir enfin, c'est l'effet vasodilatateur prolongé du lévosimodan qui est assez bénéfique. Voilà, donc ça, il répond très très bien aux cures répétées de lévosimodan. Je pense que si on a une bonne réponse à la dobutamine, souvent on a une bonne réponse au lévosimodan. Et après, ceux qui ne répondent pas bien, c'est souvent les cardiopathies en bout de rouleau. Les amyloses cardiaques, ils répondent, mais ça dépend si on est en bout de course, on s'entraîne à -5, un BNP qui est au plafond, bon, on leur fait une cure ou deux, mais en général, à la fin, il y a quand même un échappement thérapeutique. S'il y a plus de réserve calcique, on n'y arrive pas, en fait. C'était un peu l'association Je qu'on pense avait, vraiment, c'est un traitement. Ouais, c'est avec la vraiment dobutamine. un traitement transitoire. Il faut ouais, Ouais, c'est un bridge en fait à quelque chose. En et traitement d'ailleurs, chronique prolongé pendant des années. le nouveau score de greffe nous embête pas Comment? mal parce que le nouveau score de greffe qui n'évalue que l'ECMO et qui n'a plus de place pour la dobutamine ou les inotropes, finalement, avec le lévosimodan, ils sont Eh bien oui, améliorés, eh mais oui, du coup, ils ont très peu de points et pas d'accès à la greffe. oui, bah, c'est pour ça que oui, nous, puisqu'on est fusionné avec la Pitié pour la greffe, l'équipe de greffe ne veut pas qu'on mette du lévosimodan chez les patients qui peuvent avoir un greffon rapide. Parce que c'est sûr qu'ils sont stabilisés, hein. Nous, vraiment, il y a très peu de patients dont on n'arrive pas. C'est des patients qui sont vraiment en bout de course. Bon, on leur fait 2 cures,
au bout de 2 cures, lorsqu'on voit qu'après sevrage, 155% des IO2, on sait qu'on va devoir faire une cure très rapidement à nouveau, quoi. Et donc, s'il n'y a pas un truc derrière, c'est foutu. Ok, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Pascal, merci beaucoup pour ce cours. Je pense que ça complète un peu la vision qu'on a sur les inotropes et leur place dans l'insuffisance cardiaque avancée. On voit qu'il y a encore un manque, il y a un gap en termes de connaissances et que une belle étude peut-être complète qui sélectionnerait mieux la population puis avec une puissance suffisante, je pense serait intéressante pour répondre enfin à cette question. Et puis là encore, tu l'as dit, la question c'est pour quel patient. Je pense que ce serait intéressant. Je pense que la plupart des études ont du mal à recruter parce que c'est un peu lourd et qu'on n'a pas bien, on ne sait pas bien quel patient cibler. Et surtout, le laboratoire Orion, c'est pas le plus actif dans le domaine parce que ça vient d'être, la molécule est génériquée, ils n'ont pas beaucoup décollé, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Voilà, il faut peut-être faire une étude institutionnelle par le groupe USIC. Je pense que ça vaut le coup d'y penser, quoi, de voir ce qu'on peut faire. Merci Pascal, merci à tous. Je remercie aussi Clément qui était connecté, qui est intervenu à distance. Et puis on se retrouve très prochainement. On reparlera là aussi des interactions cardio-rénales, toujours les diurétiques. Et puis cette fois, ce sera la vision du néphrologue pour nous aider à avancer sur cette question. Merci encore Pascal et puis bon après-midi à tous. Merci Guillaume.